Je me trouve sur la plage aujourd'hui, ce n'est pas pour vous parler de surf ou de bronzette, mais bien du fameux sable landais, qui recouvre le littoral sur près de 200 km. C'est dans ce sol sablonneux que poussent certaines cultures parmi les plus emblématiques des Landes. L'asperge des sables, bien sûr, mais aussi la carotte, la vigne et même la cacahuète. Allez, c'est parti pour un nouveau bivouac à la découverte des trésors gourmands du sable landais. À la ferme Mathieu, Thomas et son père font pousser la fameuse asperge des sables des Landes, labellisée IGP depuis 2005. L'un des produits phares de ce sol sablonneux typique des Landes. Salut Thomas. Salut Colline. Est-ce que tu peux me dire ce que tu es en train de faire avec cet outil? Eh bien alors cet outil c'est une gouge et donc c'est ce qui nous sert à récolter les asperges. D'accord. Alors là comme vous pouvez le voir, elle reste bien au chaud sous ses bâches pour qu'elle soit le plus blanche possible. Voilà, elles sont opaques, elles ne voient pas la lumière. Ok. Et là eh bien, on vient de trouver deux asperges qui sont en train de sortir, de pointer leur nez. D'accord, donc voilà. Là tu vas pouvoir les récolter. Donc là je vais pouvoir les récolter. Et donc le geste est simple, l'idée c'est un petit peu comme un couteau. Je vais creuser un petit peu pour voir la direction de l'asperge, enfoncer ma gouge et avec un mouvement de levier on va entendre un craquement. Là on l'a entendu et donc l'asperge a été déracinée de son pied. Ah ouais. Et donc là on a récolté une asperge. Et donc tu les récoltes, toutes les asperges sont récoltées à la main? Voilà, c'est récolté manuellement avec cet outil, la gouge. Et l'idée c'est de les récolter le plus long possible pour garder en fait la tendreté de l'asperge. Donc là, cette asperge-là, elle va être commercialisée dans les 22 premiers centimètres en fait. D'accord. Voilà, ça c'est la règle. Ok. Ouais. Et tu mets combien de temps à faire un rang comme ça Alors un rang comme ça, tout dépend combien ça pousse, mais on peut mettre entre un quart d'heure, 5 minutes s'il n'y a pas grand-chose, une demi-heure s'il y en a beaucoup. Voilà. Ok. Parfait. T'as entendu le craquement? Ouais, c'est technique hein, comme geste quand même. Ah, c'est... Ouais. Alors Colline, apprentissage de la récolte d'asperges. Tu pouvais pas venir ici sans voir ça. Donc vas-y, je te prête ta gouge. Donc je creuse d'abord un peu. Voilà, faut bien voir la direction. Alors mets-toi la gouge bien droite surtout. Vas-y. Voilà, on a entendu le craquement. Parfait. Superbe. Pas mal. Superbe. Une belle asperge. Thomas, ces asperges, elles sont connues dans toute la France, les asperges des Landes. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu en quoi elles sont typiques et comment le terroir landais leur donne une saveur qui est incomparable? Alors pour deux aspects, l'asperge des Landes est réputée parce que les produits landais, nos asperges landaises, sont souvent les premiers sur les rayons en France, de par le climat des Landes qui est humide et océanique, donc assez doux, et aussi de par la qualité du sable des Landes qui se réchauffe rapidement au printemps et qui permet aux asperges de pousser plus rapidement. Et c'est vrai qu'ici particulièrement, on a un goût, l'asperge est plutôt réputée pour être sucrée et tendre du fait de nos hivers doux et de cette abondance d'eau parce qu'on vit sur l'eau ici, les Landes, là, le sud des Landes, nous ici à Tos, on a énormément de nappes phréatiques et donc on a vraiment un microclimat, les lacs autour. Et ensuite aussi, on a notre façon de travailler, nous, pour notre typicité de notre produit. C'est vrai qu'on essaie d'utiliser le maximum d'engrais organiques naturels pour nos plantes, pour amener un côté terroir, développement de la vie du sol qui se retrouve aussi dans nos plantes, qui sont en bonne santé et qui donnent aussi le meilleur d'elles-mêmes pour nos clients. Et tu me disais que le sable, du coup, ça absorbe plus l'eau aussi. Est-ce que ça joue dans le petit goût sucré justement qu'elles ont ces asperges? Oui, les asperges, elles sont gorgées d'eau. L'asperge est fait à plus de 95% d'eau. Donc c'est vrai que voilà, quand elles sont bien hydratées, comme dans notre sol ici, eh bien, elles ne sont pas sèches, elles ne sont pas dures, elles sont tendres. Et il y a ce petit goût aussi, un peu de la pâte du producteur. Voilà. Et c'est une culture qui est assez difficile du coup, du fait que le sable retient la chaleur mais aussi le froid. C'est un peu fragile. C'est une culture, souvent on ne comprend pas, les clients ont du mal à comprendre pourquoi les asperges sont chères, sont pas chères, sont moins chères. En fait, c'est une culture qui est en plein dans les aléas climatiques. Donc là, on peut voir, on est en plein champ. Aujourd'hui, il fait 27 degrés. Il va pousser énormément d'asperges dans les jours suivants. Si après-demain, il fait moins 3 le matin,
Le sable, lui, va absorber autant la chaleur et les faire pousser énormément, comme il va absorber énormément le froid rapidement, et donc refroidir la plante et pousser plus difficilement. Et ensuite, c'est la loi de l'offre et de la demande qui fait que les asperges varient, le cours de l'asperge varie. Ouais, nous, on aime bien, en tant que producteur, avoir la saison qui se respecte, c'est-à-dire avoir des hivers froids, et en plus c'est bénéfique pour la plante, elle fait un vrai repos végétatif, et ensuite avoir des printemps plutôt doux et humides comme on a dans le climat landais, qui permet à l'asperge de pousser rapidement, le plus tendrement possible, et ensuite avec notre travail nous de producteurs, et de donner un produit d'exception. J'ai beaucoup d'ouvriers pour justement avoir respecté cette demi-heure, c'est-à-dire de l'asperge elle est cueillie et dans la demi-heure elle est au frigo, et souvent le lendemain matin elle se retrouve dans les étalages de Rungis dans toute la France. Donc Thomas, ici on retrouve les produits de la ferme Mathieu, Voilà. entre autres. Exactement, comme les fraises là, que vous venez juste de voir. Ouais. Donc directement du champ, elles poussent juste là à côté, à même pas à 100 mètres du magasin. Et les asperges qui sont dans un rayon autour des 4-5 km maximum. Voilà. Ouais. Et pour le reste, c'est que des produits en circuit court. Alors, pour le reste, voilà, j'essaye de valoriser mes produits au fil des saisons. Donc les saisons pour moi c'est du mois de mars jusqu'au mois d'octobre. Ouais. Et ensuite le reste c'est des produits d'autres producteurs ou de la viande aussi d'éleveurs, du fromage, voilà, des chips comme on peut voir là derrière. Et aussi un assortiment de fruits et légumes que j'achète à des grossistes pour que les gens aient un panier et puissent acheter voilà, leurs produits. Donc quand on vient ici, on peut s'approvisionner quasiment 100% landais, quoi. Oh, quand on vient ici, on peut s'approvisionner 100% landais, je dirais même 100% sud-ouest parce que j'ai fait des études au Pays Basque et donc c'est vrai que j'ai pas mal de produits aussi du Pays Basque. Nous sommes sur la ferme d'Arrigade où la famille Deleste cultive asperges et cacahuètes depuis plus de 5 générations. Nous avons rendez-vous avec Mélanie Deleste qui va nous en dire un petit peu plus sur cette culture étonnante. La cacahuète, c'est pas la production, on va dire, principale de la ferme, mais c'est la production exotique de la ferme et qui a une valeur très sentimentale puisque c'est notre grand-père qui a commencé à en faire dans les années 50. Notre grand-père a toujours aimé sortir un peu du lot et voilà, avoir toujours des choses un peu différentes. Et c'est un vieux monsieur de Souston qui lui a donné ça. Donc il a planté ça dans son jardin et voilà, c'est comme ça que c'est parti en fait. Et du coup, vous êtes les seuls en France à faire cette cacahuète-là. Est-ce que c'est parce que le sol des Landes a quelque chose de particulier par rapport à la culture de la Alors, cacahuète? on n'est plus les seuls en France. C'est vrai. On est maintenant, on a été les premiers à faire de la cacahuète plein champ et mécanisée. Okay. Mais il y a d'autres producteurs qui en font. Donc après, ils sont situés un peu partout. Le principal critère qu'il faut, c'est une terre légère pour pouvoir faire de la cacahuète. Donc ça, c'est la base. Voilà. Du coup, ici, ça s'y prête quand même particulièrement. Très bien. Oui. L'asperge pousse et donc la cacahuète aussi. Ouais. Et est-ce qu'elle a un goût différent du coup du fait qu'elle pousse dans ce sol ici qui est un petit peu sablonneux? Est-ce que ça donne à la cacahuète un goût particulier? Alors ici, effectivement, la petite particularité, c'est ce côté sucré qu'on peut retrouver sur l'asperge, sur les carottes également et sur la cacahuète. La cacahuète ne pousse pas dans un cacahuétier comme on pourrait le croire, elle pousse en fait sous terre. Exactement. En fait, donc, le principe, on décortique la cacahuète et on va donc la semer avec un semoir à maïs, donc juste la graine. On la sème en mai et ensuite on la récolte en octobre. D'accord. Quand on la semait en mai, on va laisser un petit mois à peu près et au bout d'un mois, il y a des fleurs jaunes qui vont pousser. Ces fleurs ensuite vont s'auto-féconder la nuit, fleurs fermées.
Et à la base de cette fleur, il va y avoir une tige qu'on appelle un gynophore et qui en fait repart en terre et vient créer la cacahuète. D'accord. Donc c'est pas que en terre, c'est hors sol aussi puisqu'il y a la fleur et en terre, exactement. Et du coup, quand vous la récoltez, vous l'arrachez, vous l'enlevez du sol et c'est là qu'on voit les petites... Tout à fait, ouais. Donc là, pareil, quand on la récolte, c'est en 2 temps. On a d'abord une première machine qui vient arracher le pied, le retourner sur le champ en andin. On laisse sécher quelques jours. Donc c'est important d'avoir vraiment une super météo. Voilà, parce que s'il pleut, bien évidemment, ça ne marche pas. Et une fois qu'on a laissé sécher, on a une deuxième machine en fait qui va, un système un peu de vibration qui va enlever la coque de la fan. D'accord. Voilà, donc une fois qu'on a fait cette deuxième phase, les cacahuètes vont être ensuite finies de sécher dans des remorques sur fond grillagé avec un système de soufflerie pour vraiment finaliser le séchage. Donc là ici on est dans la boutique de la ferme, donc on l'a refaite en 2020, donc pendant le confinement, on ne savait pas quoi faire, donc on a refait la boutique. Oui, voilà, c'est ça. Le petit plus, c'est que sur les murs, vous avez toute l'histoire de ma famille qui est retracée, de la première génération jusqu'à nous aujourd'hui, puisque je suis associée avec mon frère et mon cousin sur la ferme. Ce que vous retrouvez, donc, forcément, ce sont tous nos produits. Donc, vous avez les cacahuètes, bien évidemment, de l'apéro au dessert, sans aucun problème. Et après, donc, nos productions asperges en conserve, tout ce qui est canard aussi, en transformé. Voilà. Donc, vous pouvez retrouver un peu tout ça, plus des amis producteurs qui sont des producteurs landais qu'on met aussi à l'honneur sur la ferme. Et vous avez des chefs qui viennent sur la ferme s'approvisionner en cacahuètes Ah oui, tout à fait. On en a. On a même des chefs étoilés, dont le relais de la Poste à Magès. Donc voilà, avec Jean et Clémentine Cousseau qui nous font confiance depuis des années et qui travaillent et subliment la cacahuète. Oui, j'imagine. J'ai hâte de goûter du coup. Avec plaisir. Tiens, je t'ai préparé un sachet, il t'en faut un autre ou pas? Je pense que je vais t'en prendre un autre aussi. Un deuxième? Parce que là, ça part comme des petits pains. Ouais, allez, ça Tu vas marche. faire quoi, Clémentine, avec cet énorme sachet de cacahuètes? Ça passerait très vite, ça. Ouais. Là, on est content qu'il y ait une belle production cette année, là, parce qu'on va pas être restreint, mais on fait pas mal de choses. On a notre chef qui travaille la cacahuète en mignardise, avec un petit crémeux et un pralin. Et nous, on fait un petit pralin, on assaisonne le tourteau et on farcit les asperges avec. Donc en salé et en sucré, du coup, vous la travaillez. Voilà, on la décline sous toutes ses formes. En attendant de retrouver Clémentine Cousseau, nous partons à la rencontre d'Alan, chef de culture au domaine de la Pointe. C'est ici que poussent les dernières vignes du vignoble historique de Cap-Breton, dans le sol sablonneux des Landes, entre océan et forêt. On est à Cap-Breton, dans les Landes, sur le littoral landais. Et on se trouve à 800 mètres de l'océan, donc vraiment on est sur ces terroirs de sable de l'océan, donc ces sables blancs qui apportent beaucoup d'originalité dans notre terroir. Pourquoi historiquement il y a eu des vignes ici? Parce que du coup c'est quand même pas un sol qui est facile à cultiver. Donc... Ouais, c'est relativement ancien, même assez ancien, puisqu'on a les premières traces d'écrits de vignes à Cap-Breton aux alentours du XIIIe siècle. La forêt des Landes n'était pas encore existante et les pêcheurs locaux ont décidé de planter des vignes dans ce milieu puisque c'était l'une des rares cultures qui pouvaient résister à ce terroir qu'est le sable, et ils ont permis en fait de fixer aussi les dunes pour éviter les tempêtes de sable en plein hiver. Petit à petit, au cours des siècles, ils ont perfectionné en fait leur méthode de culture et réussi à faire des grands vins. On a des textes sur certains vins présents sur des très belles tables en Europe aux alentours du XVIIe. Petit à petit, avec l'arrivée de certaines maladies, la culture du pain a commencé à s'imposer sur le littoral landais.
On décide de créer cette forêt qui est la forêt des Landes. Et les gens conçoivent qu'il est plus facile de faire pousser des pins que de faire pousser de la vigne. Et du coup, le choix est fait d'arracher le vignoble de Cabreton. Les derniers vignobles de Cabreton sont arrachés au début du XXe siècle. On arrache les derniers hectares et en 1995, c'est Nicolas Tison, avec le concours de la mairie de Cabreton, qui décide de replanter en fait ce vignoble. Donc les premières parcelles qu'on a ici datent de 1995-1996. Dans ce sol, celui que l'on montre, le phylloxéra ne se développe pas. Le phylloxéra, c'est un parasite qui avait été amené à la fin du 19e siècle depuis les Amériques jusqu'en France et jusqu'en Europe et qui a décimé le vignoble européen. On parle d'une disparition de 80% du vignoble européen sur une période de 30 ans. Ce parasite, qui est un parasite du sol et qui mange les racines, ne peut pas se développer dans le sol, ce qui nous permet de faire de la vigne en franc de pied. On fait des bouturages directs. Cette vigne, c'est une vigne qu'on a plantée cette année. On a récupéré un bois sur une parcelle, sur un bois de l'année dernière, et on l'a directement planté dans le sol. Là, on n'a pas de système racinaire et il se fait directement dans le sable, ce qui fait que le système racinaire va être adapté en fait directement au sol dans lequel il évolue, puisqu'on voit bien qu'une vigne qui se développe dans du sable ou une vigne qui se développe dans l'argile ne va pas développer le même profil racinaire. D'un point de vue croissance et d'un point de vue raisin, purement raisin, il y a un gros impact qui est celui de la réverbération. Donc la réverbération de ces sables blancs en plein été accroît le potentiel de maturation des raisins, puisque le raisin reçoit des UV du soleil, mais en reçoit aussi depuis le sable. Et du coup, on a des maturités aromatiques qui sont très fortes sur les vins qu'on présente ici. Le fait que le sable se refroidisse fortement la nuit fait que nous avons des maturations en fait, qui sont assez lentes. Et donc on a peu de sucre. Donc on a des vins qui sont peu alcooleux, mais très aromatiques. Et donc il y a une dualité qui est assez intéressante et qui est assez unique sur les vins qu'on produit sur ce domaine. À la différence du sable que l'on peut trouver sur les dunes un peu plus loin, le fait de faire des cultures annexes et des cultures de certaines plantes nous permet d'apporter de la matière organique, ce qui fait passer le sable de cette couleur blanche, on peut la trouver traditionnellement, à cette couleur noire, puisqu'on intègre en fait beaucoup de matière organique. Ce qui fait que si on creuse plus profondément, tu vas retrouver du sable blanc. Ouais. Ok. Parce que là, les cultures annexes dont tu parles, c'est où? Alors là t'en as en fait, là tu vas avoir de la vesse, ça c'est de l'orge. Ça c'est vous qui plantez alors une grande partie va être là. Quand on les désintègre, quand on les réintègre au sol, en fait ça fait de la matière organique. Cette matière organique apporte des nutriments et nous permet aussi de capter l'eau et de maintenir l'eau en fait dans les sols. Ce qui va donner en fait après de l'eau à la plante. Du coup, il y a deux gammes différentes, les pieds dans le sable, qui sont des assemblages de différents terroirs des Landes, des terroirs sableux. C'est un assemblage des sables fauves de la Balle et les sables blancs de l'océan de la Pointe, et les clos des dunes qui sont exclusivement produits sur Cabreton avec les vignes qu'on vient de visiter. Sur la gamme pieds dans le sable, on va être sur des vins un peu plus légers, vraiment sur le fruit, des vins d'été, d'apéritif, assez simples. Dans la gamme Clos des Dunes, on va chercher un peu plus de complexité, des vins un peu plus gastronomiques, avec des volumes de bouche un peu plus amples, un peu plus de texture en bouche. Donc ça va faire vraiment deux gammes de vins qui se complètent vraiment en fonction de ce que l'on souhaite accompagner avec et ce que l'on souhaite faire avec. Fondé par la famille Cousseau en 1850, le Relais de la Poste à Magescq est une institution de la gastronomie landaise. Aujourd'hui, le chef Jean Cousseau, 2 étoiles au guide Michelin, passe progressivement le relais à sa nièce Clémentine. Ils nous reçoivent tous les deux autour d'une recette 100% landaise. Clémentine, ici on est au Relais de la Poste et tu es chef des cuisines aux côtés de ton oncle Jean Cousseau.
Est-ce que tu peux me raconter un petit peu l'histoire? Parce que je crois que c'est un restaurant qui a une belle histoire familiale. Alors du coup oui, on a une très très belle histoire familiale puisque moi je suis la 3e génération, donc ça a été créé par mon grand-père et ma grand-mère. Ouais. Et c'est vrai que c'est familial et c'est presque génétique chez nous. Du coup on a ce bel établissement qui est sur 7 hectares. Ah oui. On a de la chance, on a pas mal de forêts derrière et c'est vraiment un écrin de verdure pour que les gens puissent justement déconnecter et débrancher. Et aujourd'hui, tu reprends les cuisines, tu reprends un peu la suite de ton oncle. Tout à fait. Alors là, on travaille encore ensemble justement parce que lui me donne les techniques qui me manquent parce que j'ai pas fait mes classes en fait dans le coin. Et du coup, moi je ramène un peu ma fraîcheur, ma petite patte féminine. Tout en gardant cet ancrage, j'imagine, dans le terroir hollandais, en cuisinant les produits du coin. On a de très très beaux produits. Là, je vois déjà avec la ferme d'Arrigade, avec Mélanie. Elle aussi, c'est une entreprise familiale, donc elle a pris la suite aussi. Oui. Et on a pas mal de belles amitiés avec tous nos producteurs. Oui. Donc je vois, on a Léa qui s'est montée aussi en maraîchage à Magès. Et puis ça se fait de plus en plus. On a des jeunes qui se lancent dans cette aventure-là. Donc à nous de les aider et puis s'ils n'étaient pas là, on pourrait pas faire de si belles choses en fait. Donc chef, vous allez nous cuisiner une recette qui va être à la carte du relais de la Poste bientôt, Oui, après-demain. après-demain. Donc on est vraiment dans la saison, avec un 4 mains avec votre nièce Clémentine, à qui vous passez progressivement. Tout à fait. La transmission voilà, du savoir, de la région, de notre culture. C'est ça le plus important. Ouais. Dans l'asperge, le plus difficile, c'est l'appeler. Ouais. Parce que si vous laissez une petite peau, elle est dure, elle est immangeable. Elle n'est pas tendre. Voilà, donc il faut, vous voyez. Vous avez beaucoup de temps quand même. Ah oui. Voilà, vous voyez. Voilà, il faut surtout rien laisser. Vous voyez, elle est bien brillante. Voilà, et après, on passe à la cuisson. On va en faire une deuxième. Vous voyez. Tranquille. Vous en faites combien par jour quand c'est la saison des asperges? On en fait plusieurs kilos. Hein. Pour moi, la cuisine, c'est ça. Ouais. Le produit T à l'instant T. Après, on passe à autre chose. Oui, parce que ce que vous me disiez, c'est que quasiment tous vos produits viennent d'ici, des Landes. Voilà, on a la chance d'avoir un département, enfin, j'aime pas le mot département, un pays où on a tout ce qu'il faut. Donc on ne va pas chercher ailleurs ce qu'on a sur place. Là, oui. C'est ça la cuisine. Ouais. Hein. On va la cuire dans de l'eau salée, bouillante pendant 7 à 8 minutes. Ouais. Ensuite on la rafraîchit. Et ensuite, Clémentine va vous montrer comment on la farcit. Voilà, c'est tout simple. Avec le tourteau, du coup. Avec le tourteau. Hop, j'avais l'asperge ici. On va venir juste faire une petite incision ici, très légère. Et ensuite, à l'aide d'un vide-pomme, on va venir creuser l'asperge. Hop. Voilà. Donc là, on a l'asperge. Voilà. Là, c'est juste la mayonnaise où on va incorporer la pâte de cacahuètes. Alors ça, c'est les cacahuètes qui ont été broyées avec l'huile, c'est ça? C'est ça, tout à fait. L'huile de cacahuète. C'est ça. Donc toujours de la ferme d'Arrigade. Donc là, on vient incorporer cette pâte de cacahuètes à l'intérieur de la mayonnaise qui va nous servir à assaisonner le tourteau. Là, vous avez tourteau, tomate et ciboulette. Il faut qu'une fois qu'on ait mangé le produit, il reste quelque chose. Ouais. Ça laisse un... Voilà. Oui, voilà. Il ne faut pas que ce soit furtif. Donc pour casser peut-être le côté un peu trop sucré de la pâte de cacahuètes, on vient incorporer justement des cacahuètes juste torréfiées et concassées légèrement.
Merci à tous les deux, chefs au pluriel, pour cette belle assiette qui contient toutes les langues finalement. Et nous, on va vous laisser parce qu'on va déguster du coup cette belle création et on vous dit à bientôt dans un prochain bivouac.